On va y aller. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette dernière session de la journée, après ces repos bière, fromage et meet and greet. Je m'appelle Pablo, je suis directeur technique chez Xebia. Et ce soir, nous allons parler des boîtiers de vote que vous avez probablement croisés. On va faire un petit sondage à main levée. Qui a voté aujourd'hui? Ah, pas mal, bravo. L'idée, c'est qu'on va essayer de dépioter ces boîtiers, à la fois en termes de matériel, en termes de logiciel, et vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est fait. Donc on commence par l'inception de l'idée, comment est né ce projet. J'ai eu la chance dans ma carrière de parler à plusieurs conférences, à Devox, à Mixité, et une des grandes frustrations du speaker, c'est de se dire j'ai énormément de monde dans la salle, j'ai un certain nombre de questions, pendant 5 minutes j'arrive à prendre des questions, j'ai un certain nombre de personnes qui viennent me parler après, mais au final, la grande majorité des gens qui ont assisté à mon talk, qu'en ont-ils pensé? Donc il y a des conférences, comme Mixité, dont la photo est issue, qui ont adopté le principe de gommette. Alors Mixité, c'est super, allez-y, mais c'est sold out. Et les gommettes, c'est pas mal, c'est un bon début, mais moi j'étais fou parce que à chaque fois en conférence on est mal organisé, j'ai paumé ma plaquette de gommettes, après j'ai vu des gens qui faisaient des clowns avec toutes leurs plaquettes sur le même speaker, enfin bon bref, pour moi c'est pas complètement idéal. Moi ce que j'aimerais pour les speakers, et moi en tant que speaker, c'est avoir un feedback le plus objectif possible de ce qui s'est passé. Au moment où le CFP de Devox cette année a ouvert, il y a 3 événements concomitants qui m'ont poussé à faire ces boîtiers. Le premier, c'est qu'on a réalisé un projet avec l'imprimante qui est en haut à droite, pour moi, à gauche pour vous, qui est une imprimante de badge. Typiquement, les passes Navigo sont imprimés avec ce genre d'imprimante. Et elle a une particularité, c'est qu'à l'intérieur, elle a un lecteur NFC. Donc on imprimait et on encodait des cartes à puce NFC, ce qui nous a permis de mettre un petit peu la main sur la technologie et de défricher le sujet et même voire de le démystifier. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. Le deuxième événement, c'est qu'à peu près en même temps, j'ai été à Devox Anvers, où ils ont les boîtiers de vote qui sont ici, donc 1 plus 1, 1 moins 1, qui marchent en NFC. Et cette année, ils l'ont présenté lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté, et je me suis vraiment retrouvé avec une stack logicielle complètement comparable à ce qu'on avait fait côté imprimante. Donc on a pas mal échangé avec l'un des développeurs de l'équipe, donc l'équipe de Stéphane. Et voilà, donc ça a continué à mûrir. Et puis la dernière chose, le dernier événement, chez Xebia, on a des XKE qui sont plus ou moins des conférences. Et les organisateurs de ce XKE ont mis en place un ROTI, donc un vote de 1 à 5, pour chacun des slots. Et les speakers donc, ont ce genre de tout le monde reçoit ce genre de tableau, avec ma session a plutôt plu, ma session c'est pas très bien passé. Et puis on voit émerger un certain nombre de schémas, c'est-à-dire soit tout est très bon dans le 4-5, soit c'est assez mauvais dans le 1-2. Et puis sinon, c'est un beau split et au milieu, donc il y a des gens qui ont adoré et des gens qui ont détesté. Ça donne des informations assez intéressantes. Et donc on était en plein CFP et je me suis dit, pourquoi pas. Moi j'ai envie de faire le système de vote Devox France. Lançons-nous, on va essayer de fédérer des gens et puis d'en parler, quoi. Et c'est comme ça qu'est né le projet Queen-Yaman. Donc on aurait pu appeler ça projet Voting Board, projet sexisme, mais non, c'était le projet Queen-Yaman. Pourquoi? Alors déjà parce que tout le code est public sur GitHub et on ne voulait pas déflorer le sujet et appeler ça NFC Devox FR. Voilà, notre code est public, on voulait un peu garder la surprise. Et puis c'était la mode chez Xebia à l'époque des projets X, des projets B, des machins. On s'est dit, nous, on va prendre un nom rigolo. Alors je vous avoue que ça n'a pas aidé à crédibiliser les projets en interne, mais bon. Et donc on a pris notre petit projet Queen-Yaman, on a commencé à coder nos 3 trucs, et on a été voir l'équipe des Polos Rouges, là, Zouer, Antonio et Nicolas, on a déjeuné avec eux, et on leur a dit,
on aimerait faire ça pour vous, est-ce que vous acceptez? On a pas mal discuté, ils nous ont dit banco, avec un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que le système doit être très simple. Tout le monde doit le comprendre. Je ne veux pas glisser dans le sac de tous les participants un mode d'emploi de 5 pages. Le deuxième, c'est que ça doit être rapide. Le boîtier de vote est disposé à un endroit stratégique qui est la sortie de la salle. Si on a un engorgement monstrueux, ça ne va pas le faire. Et la troisième, c'est que les votes doivent être anonymes. Donc les votes anonymes, pour des histoires de CNIL, de plein de choses, de plein de bonnes raisons. Très bien. Donc ça, c'est les contraintes polo rouge. De l'autre côté, j'avais mes propres contraintes. La première évidente, c'est qu'il ne fallait pas que ça coûte trop cher. Il y a 6 salles à Devox à équiper. Si j'avais un boîtier qui coûtait 1 000 €, ça n'allait pas marcher. Un deuxième truc que j'avais remarqué à Anvers, c'était quand on bip sa puce à Anvers, on n'avait pas de feedback visuel. On ne savait pas vraiment si on avait voté ou pas. Donc moi, j'avais envie d'intégrer cette nouvelle feature de feedback visuel. Et puis la dernière chose, c'est que d'expérience, et puis par discussion avec les coachs agiles chez nous, le plus-moins, c'est un truc qu'on a tendance à plutôt mettre plus que moins, alors qu'un rôti de 1 à 5, ça permettait d'étaler un petit peu plus les notes et d'avoir un petit peu plus de cohérence. Donc voilà, c'était les 3 contraintes que je m'étais données, pas trop cher, du feedback visuel et des notes de 1 à 5. Et alors, pourquoi cette illustration, vous allez me dire? Eh bien, parce que la première fois que j'ai posé un boîtier de vote à Xebia, je me suis rendu compte que les petits boutons à cliquer comme ça, type borne d'arcade, voilà, on appuie comme des fous dessus, on s'éclate, c'est génial, mais à dédupliquer, c'est infernal. Donc j'avais envie de garder la notion d'unicité, et pour ça, je n'ai pas réinventé la roue, j'ai fait comme à Anvers, j'ai utilisé une puce NFC, voilà, qui est derrière votre badge. Voilà les données du problème, on est passé au prototypage. Donc le prototypage, c'est déjà sur quoi notre soft va tourner. Alors pour nous, le choix il était évident, ça devait tourner sur un Pi. Alors on aurait pu parler d'Arduino, de Flora, de Gemma, de BeagleBoard. Il y a pas mal de matériel abordable et embarquable. Alors pourquoi le Pi? La première raison, c'est que, comme tout bon geek, chez Xebia, on avait déjà un petit paquet de Pi qui sert de serveur XBMC, de plein de choses, donc on était déjà assez bien équipés. La deuxième raison, c'est qu'on a un vrai OS. Donc on a un OS qui est issu de Debian, qui s'appelle Raspbian, qui est reconfiguré, mais qui est un environnement de travail qui est familier pour nous. On retrouve nos commandes SSH, on retrouve tout ce qui est principe de clé, on est en environnement connu, comme si je me connectais à un serveur chez Amazon. En plus, c'est un vrai ordinateur complet qui fait que je n'ai pas besoin de le relier à l'USB pour lui envoyer du source, pour lui envoyer du logiciel. Je vais pouvoir utiliser tous les outils que j'utilise déjà sur mon serveur classique. Donc ça, c'est parfait, parce qu'une des craintes qu'on a eues, c'est de se dire, on va déployer nos 10 Pi quelque part dans le Marriott. J'ai pas envie de me trimballer avec mon MacBook et de les mettre à jour un par un en branchant un câble USB. Et puis dernière raison, quand on a commencé le projet, on ne savait pas vraiment quel soft on allait développer. Et on a déjà des expériences où finalement, sur un Raspberry Pi, la technologie de prédilection, c'est du Python. Mais on peut faire tourner une JVM, donc commencer à faire du Java, du Scala, du Groovy. On peut faire tourner du Node.js, donc on avait vraiment de quoi faire largement, de contenter tout le monde. On allait trouver la solution. Dernier avantage et non des moindres, ce sont les 16 pins qui sont là-haut, qui s'appellent les GPIO, donc les General Purpose Input-Output, et en gros qui permettent d'interagir avec le matériel et de rajouter du matériel. Et en plus, sur le Pi, comme sur l'Arduino, on a vraiment une communauté hardware assez ouverte avec beaucoup de matériel. Un de ces fournisseurs de matériel, c'est une société américaine qui s'appelle Adafruit, qui a un énorme avantage, c'est qu'elle a une boutique très fournie et puis qu'en plus ça vient avec des idées de blog, ils ont un blog où ils donnent beaucoup d'idées. On a décidé de commander
deux choses chez Adafruit, 5 boutons, pour faire nos boutons de 1 à 5, qui sont là. Et puis un écran LCD. Alors l'écran LCD, pourquoi? Déjà pour avoir un petit peu de feedback. Et ensuite, dans un premier temps, on avait imaginé afficher le nom de la session pour laquelle on était en train de voter. Finalement, on est revenu sur cette idée et je vais vous expliquer pourquoi. Dernier élément qui nous manquait, un lecteur NFC. Donc chez Adafruit, ils ont des boards NFC. Et ça faisait un élément de plus à gérer sur le système. C'était un petit peu compliqué. On a opté pour un lecteur NFC qui se branche en USB. Donc on avait tout notre matériel. Maintenant, il suffisait de commencer à faire du logiciel. Un autre énorme avantage d'Adafruit, c'est ça, c'est qu'ils ont un GitHub sur lequel ils publient à peu près tout ce qui est possible de faire sur leur matériel en Python. Donc en gros, je branche mon Pi, je branche mon matériel, j'installe Python, j'installe Git, et je suis capable d'afficher des choses sur l'écran, d'intercepter les clics sur les boutons. Tout est branché, il n'y a vraiment plus rien à faire. Donc ça, c'est un énorme avantage parce que vous avez quelques exemples de commandes, on en verra tout à l'heure. Dialoguer avec du matériel, avec du natif, c'est vraiment pas évident. On a du matériel, on va commencer à prototyper. Donc le premier truc qu'on prototype quand on fait du Raspberry Pi, c'est ça, c'est une breadboard. On commence à brancher des choses, on grille 3-4 LED parce qu'on a oublié ses cours d'électricité, les résistances, les voltages, tout ça. C'est pas grave, elles sont vendues en sac de 25, donc on a un petit peu de rab. Et en gros, on arrive à ce montage que je vous ai apporté. Alors j'ai essayé de lutter contre l'effet démo, on va voir si ça marche. Voilà, les LED s'allument et je peux voter. Donc ça, c'était la première version qu'on a réalisée de notre boîtier de vote et on était super heureux. Donc la première version qu'on a fait, c'était du Python qui n'avait pas vraiment de logique, j'interceptais pas le clic du bouton, je faisais juste allumer les LED et voter. Après, il y a quelque chose qui est important dans notre démarche, c'est que depuis le début, on s'est dit ce projet, on veut qu'il soit open source. On veut qu'il soit open source et il y a un mouvement de fond qui se passe en ce moment. Si vous n'avez pas été voir, je vous invite à aller au sous-sol voir tous les bidouilleurs, alors je ne sais plus comment on les a appelés, mais les bidouilleurs de hardware, entre les orgues lumineux, les xylophones mécaniques, les drones volants commandés par Leapmotion. Il y a plein de gens qui sont dans un mouvement qui s'appelle l'open hardware. C'est de dire, moi, je ne garde plus rien, je donne tous mes plans. Il y a des imprimantes 3D en open hardware, et on s'inscrit complètement là-dedans. On a toujours fait de l'open source, pourquoi on ne ferait pas de l'open hardware? Donc on a la volonté de tout open sourcer. La première chose à open sourcer, c'est les plans de montage. Donc quand on est en do-it-yourself, c'est un peu compliqué. Heureusement, il y a une librairie open source, un logiciel open source qui s'appelle Freezing, qui permet de faire, je vais tracer exactement ce que j'ai fait sur ma breadboard, et derrière, il va me générer tous les schémas électriques. Donc c'est-à-dire que dès qu'on aura fini cette conférence, on va uploader, nous, tout ce qui est schéma électrique et rebranchement pour pouvoir monter les boîtiers de vote que vous avez vus. Dernier élément qu'il nous fallait, finalement, c'était pouvoir avoir cette unicité et pas rattacher des votes à quelque chose de physique. Donc on a pris le parti de prendre une puce NFC. Contrairement à Anvers, Devoxx France ne gère pas de bracelet NFC. À Anvers, on peut valider ses repas et ainsi de suite avec un bracelet NFC. Ce n'est pas le cas en France. Néanmoins, on a proposé à l'équipe des Polos Rouges, à l'équipe organisatrice, de rajouter un petit autocollant NFC au dos des badges. Alors, pourquoi ça? D'abord, on gère l'unicité. Donc, dans vos petits autocollants, il y a une puce qui s'appelle une MyFair Ultralight, voilà, c'est son nom de code, qui embarque un UID codé sur 7 octets. Donc en gros, vous avez tous un numéro unique collé au dos de votre badge. Deuxième point qu'on voulait adresser, la rapidité. Biper à la sortie, c'est extrêmement rapide, parce que le NFC, c'est une technologie sans contact qui va assez vite. On s'était engagé à respecter l'anonymat. Vous me dites, je viens de vous dire qu'il y avait un UID.
eh ben, ces puces, on les a collées sur des fonds de badge blancs, et donc les noms ont été collés après. Donc on n'a vraiment aucun moyen d'associer votre nom à votre UID. Et puis dans ce genre de puces, donc les MyFair Ultralight, il y a un petit bonus, c'est qu'on peut encoder de l'information. Donc on a encodé une URL, qui est nfc.xebia.fr. Et si vous la passez sur un device type Android, sur un Nokia, tout sauf sur un iPhone en fait, vous avez le site web qui s'ouvre et sur lequel on va mettre prochainement tous les plans, tout le code open source et qui vous explique un peu ce que je suis en train de vous expliquer. On a tout le matériel, il est temps de faire un peu de soft. Alors, avec mes collègues, je savais que si je partais sur Python, j'aurais été un peu seul. Donc on est parti sur notre langage de prédilection, qui est quand même Java, plus précisément sur Groovy. Ok. La première brique dont on avait besoin, c'est une librairie qui s'appelle P4J, qui a un portage, qui fait un bridge entre finalement les drivers natifs qu'on peut trouver sur le Pi et Java. Donc on a déjà un certain nombre de choses à disposition, tout ce qui est gestion des LED, gestion des boutons, gestion des pins GPIO et GPIO, tout ça c'est déjà packagé. Néanmoins, on a quand même été obligé de porter des morceaux de code de chez Adafruit. Alors il y a un exemple ici. C'est un peu imbitable. On a eu des discussions assez longues sur pourquoi il décale un bit. C'était un enfer parce qu'en fait dans une LED bicolore il y a 2 bits, donc il faut décaler les bits. Donc c'était voilà, c'était horrible. Mais une fois que ça c'est fait, on n'y touche plus et la plaque se gère d'elle-même. Ensuite, on a pris le choix d'utiliser Vertix. Alors pourquoi Vertix? En fait, pour ceux qui ont déjà fait un talk Vertix, vous le savez. Pour les autres, je vais expliquer un tout petit peu. Le cœur de Vertix, c'est un bus événementiel. Donc, assez pratique. Parce que nous, en fait, on a 3 événements principaux. C'est biper, qui a une puce NFC qui a été flashée. C'est allumer les boutons et récupérer le vote. Et puis finalement, c'est persister ce vote. Et le garder quelque part. C'était parfait, on a fait 3 verticals qui communiquent les uns avec les autres sur le bus. Donc on a un vertical qui est dédié à la gestion électronique, un vertical qui est dédié au NFC et un vertical qui est dédié à la persistance. Un petit zoom sur le NFC. NFC, c'est une technologie qui peut faire un peu peur, on se dit oh là là, ça va être compliqué à gérer. Et bien en fait en Java, pas tant que ça, parce que depuis des années, il y a une API qui s'appelle SmartCard.io qui gère vraiment absolument tout. C'est-à-dire qu'il va détecter la connexion des terminaux, qui va détecter que l'état du terminal a changé. Donc par exemple, je passe une puce sur le terminal, je vois une carte qui est présente et je peux interagir avec cette carte. Donc je peux lire l'UID, c'est ce qu'on fait dans notre cas, mais éventuellement je pourrais même écrire des informations. On peut imaginer, je passe ma carte et ça me donne droit à une bière gratuite au stand Atlassian. Et donc je charge ma puce NFC sur quelques octets avec j'ai droit à une bière gratuite au stand Atlassian et je vais aller biper au stand Atlassian qui va me donner ma bière gratuite. Donc il y a des gros pavés de smart card programming. Pour lire un UID, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas besoin de se taper le pavé. Dernier élément de la fusée, donc on a notre lecteur NFC qui est capable notre ensemble qui est capable de collecter des votes. Maintenant, il faut les agréger. Alors, il faut centraliser les votes. Notre première idée, c'était d'utiliser le Vertix en mode cluster. Alors, Vertix en mode cluster, il repose sur Hazelcast. Et quand on a démarré le Raspberry Pi avec le -, cluster, tout d'un coup, notre temps de démarrage est passé de 1 minute à 18 minutes à peu près, et sans jamais retrouver notre CPU. Donc en fait, la librairie Hazelcast, elle est juste pas utilisable sur un Pi. Donc on a abandonné notre idée de bus événementiel global pour repasser à quelque chose de plus petit. Donc dire finalement chaque boîtier c'est un device indépendant qui va envoyer ses données à un serveur. Alors idéalement, quand on commence à me parler d'envoyer des données à un serveur,
La première chose que je demande, c'est est-ce qu'on peut avoir un câble RJ45 ? Ici, ce n'était pas tellement possible. Donc on m'a dit, passe par le Wi-Fi, ça va bien se passer, il n'y a que les exposants qui l'ont. C'est pas la première fois qu'on me dit ça, je me suis méfié. Je crois que c'est le CTO de Amazon qui dit que de toute façon, à un moment ou un autre, ça va foirer, ça n'a pas loupé, hier c'était une catastrophe. Donc on savait qu'il fallait faire au moins un stockage en local et des retries sur erreur. Donc ça, on aurait pu le faire à la main, en se disant, bon, bah, je vais coder mon petit fichier, je vais regarder si la connexion est up, je vais envoyer mes choses. Bon, c'était pas ce qu'on voulait faire. Donc on a été chercher du côté de l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est tout ce qui est bracelet connecté, balance connectée, maison connectée, voiture connectée. Et donc on a utilisé un protocole qui est dédié à ça, qui s'appelle MQTT. Alors pourquoi MQTT ? Le TT, c'est pour télémétrie transport. Donc c'est vraiment un protocole qui est pensé pour être le plus léger possible pour faire de la communication machine à machine. C'est comme du MQ classique, c'est du pub-sub, en essayant d'épurer au maximum tout ce qu'il y a. Donc on est parti là-dessus. Alors après, il fallait trouver un client pour Groovy. Donc pour Groovy, on a trouvé Pao, qui est un client qui permet de faire du MQTT. Avec 4 lignes, on arrive à créer une connexion, envoyer un message, fermer la connexion, tout va bien. Alors Pao, c'est un projet qui était initialement porté par IBM, puis qui est passé chez Eclipse, enfin bref, c'est une histoire un petit peu compliquée. Et la doc, c'est parfois assez obscur. Savoir pourquoi mon message n'est pas persisté, c'est pas forcément évident. Mais néanmoins, il y a des gens brillants et une ligne super active. Et quand j'ai posé mon premier message, ils ne me connaissaient ni dev ni d'Adam, en moins de 5 minutes, j'avais ma réponse. En fait, Pao ne gère pas la persistance. C'était facile. Du coup, il nous fallait quelque chose pour garder nos messages. Et c'est là qu'on a pris un broker MQTT, qui est là-bas, qui s'appelle Mosquito, donc qui est un broker assez léger, qui a pas mal d'avantages, c'est qu'il tourne sous Mac, il tourne sous Linux bien sûr, il a une version spécifique sur Raspbian, donc on a vraiment un broker extrêmement léger qu'on peut embarquer dans nos devices. On a même poussé le vice plus loin, c'est qu'en fait il a même une version iPhone et une version Android. Donc ça veut dire qu'on aurait pu éventuellement collecter les votes de nos PI avec un Android dans la poche et se balader de salle en salle pour les récupérer. Le gros avantage, c'est que c'est dédié aux machines à machine et donc ça fait de la reprise sur incident. On n'avait pas besoin de gérer le mode connecté, c'est-à-dire est-ce que tu es là ? Oui, non, je persiste, et jusqu'à ce que je revoie mon client distant connecté. Donc voilà, pour faire simple, un petit résumé. On avait notre boîtier complet, donc c'est à peu près ce que vous avez dans la breadboard. Un vrai OS sur un Pi. Un petit écran et des boutons gérés par P4G, un lecteur de smart card géré par SmartCard.io, Vertix pour organiser le tout, et une persistance en local grâce à un broker MQTT. Donc ça, c'est la version pas présentable. J'ai fait appel à toutes mes compétences en design, et voilà la version présentable. Donc, percé dans un carton de couvercle de ramettes de papier. Et la première fois que j'ai envoyé ça à l'équipe organisatrice de Devoxx, j'ai bien fait attention de prendre ma photo par-dessus. Donc j'avais un super board, ils étaient super contents. Et malheureusement, Antonio était dans nos locaux, il est passé après, il a fait « Vous avez du boulot, les mecs ». Voilà. Donc je vous passe bien sûr les railleries sur l'atelier découpage, sur Pablo, il a encore piqué tous les cartons de ramettes. Bon. On avait néanmoins notre proto, et l'expérience là aussi nous a appris que sur un projet comme ça, où on va déployer du matériel dans un lieu ouvert, il y a une chose qui est vitale, c'est de tester. Donc on a profité de nos XKE internes pour tester les choses, on a fait pas mal de corrections. J'ai encore eu droit aux railleries sur les boîtes en carton. Donc on avait 3 boîtiers et on s'est dit pour les connecter, donc les boîtiers
C'est ce que vous aviez là-haut, là, les 3 petits. Donc ici, il y en a 10. Et en fait, on a essayé de faire un principe. Donc on essaye d'agréger tous les votes sur un seul serveur. Enfin, on agrège tous les votes sur un seul serveur. Et on a appliqué le principe de l'oignon, c'est-à-dire on va avoir des couches qui se parlent les unes aux autres. Donc là, en fait, sur notre serveur de collecte, un truc qui marche super bien, c'est quand un broker MQTT parle à un autre broker MQTT. Il y a un mode qui s'appelle le mode bridge, qui permet de déclarer tous les messages que tu reçois sur ce sujet, tu les envoies à ton autre serveur, à l'autre serveur. Et donc c'est ça qui nous permet de gérer et la reprise sur incident, et la disparition soudaine du Wi-Fi, et tous les événements qui peuvent arriver, qui font que la connexion finalement n'est plus disponible et qu'il faut persister en local, puis tout renvoyer. Et puis comme on était là, alors ça on l'a mis sur un serveur un petit peu plus costaud qu'un Pi. Pas forcément suite à des tests ou ainsi de suite, je pense qu'on aurait pu tenir sur un Pi, mais on avait un truc un petit peu plus costaud, qui est le boîtier qui est en dessous, qui s'appelle un NUC de Intel. Donc c'est un Core i5, donc on était serein sur le fait qu'on allait pouvoir tenir. Donc, et puis une fois qu'on avait notre broker Mosquito, on s'est dit on va continuer dans la même démarche. On doit pouvoir, maintenant qu'on a envoyé les messages avec PAO et Vertix, on va dépiler les messages avec PAO et Vertix. Donc chaque fois qu'il y a un message qui arrive, on a un vertical qui prend le message et qui va l'enregistrer dans une base de données MySQL. Alors j'ai eu la conversation tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a dit mais pourtant chez Xebia vous êtes hype, pourquoi vous avez pris du MySQL? Eh bien, un certain nombre de choses déjà. La première c'est que notre clé unique dans MySQL est suffisamment bien pensée pour qu'en fait même si vous votez 10 fois, même si vous allez voter sur tous les boîtiers possibles, on conservera uniquement le dernier vote. Donc si vous avez dit je vais mettre 18.5 parce que c'était mon pote qui passait tout à l'heure, on n'a gardé qu'un seul. Donc en fait, par là, on réglait complètement le problème de la déduplication. Il y avait une seule clé pour un slot donné. Et puis, mine de rien, le SQL, quand on est sur un vote, un ID, c'est assez facile. Un vote, un ID, une salle, c'est assez facile de requêter dedans. Et comme on n'avait pas forcément tous les use cases à disposition au moment où on a fait le projet, on s'est dit finalement on met ça dans une bête table SQL relationnelle et on pourra faire tout ce qu'on veut après, a posteriori. Alors, on m'a posé la question aussi, c'est mais comment vous savez pour quel slot on est en train de voter? Et bien justement, le but, c'était d'avoir le moins possible d'intelligence dans les boîtiers de vote. On ne voulait pas qu'il y ait de communication descendante du serveur central vers les boîtiers, à dire toutes les heures, je te renvoie le programme. On savait que le réseau allait poser problème. Il fallait que nos boîtiers soient autonomes. Donc nos boîtiers, ils sont tout bêtes. Ils enregistrent un timestamp, l'ID de leur boîtier, je m'appelle la boîte à voter numéro 1, et j'ai vu l'UID Intel qui a voté telle note. Donc on envoie 4 informations en étant le plus simple possible. Et finalement, toute l'intelligence, le programme des slots, où sont positionnés les boîtiers par rapport à quelle salle, on l'a mis dans notre base MySQL. Comme ça, enfin plutôt dans notre Vertix. Donc comme ça, on est tranquille. S'il y a un changement de programme de dernière minute, on n'a pas besoin de repousser de l'information. On a juste à agréger le timestamp et à dire finalement salle A, c'était pas un slot sur l'agilité, c'était un slot sur DevOps. Et puis quand même, ce qu'on voulait, c'était avoir de la donnée à montrer. Et donc on s'est dit, pour ça, il faut aller dans le cloud. Parce qu'on n'a pas envie de gérer notre serveur qui est caché derrière là, dans notre sand. Si on a envie de le débrancher, si on a envie de faire autre chose, il faut qu'on puisse le faire. Et donc on a encore utilisé le mode bridge. Alors cette fois, on n'a pas utilisé Mosquito parce qu'il n'y a pas de service cloud disponible, mais il y a une boîte qui s'est montée qui s'appelle Cloud MQTT, qui nous a gracieusement offert des instances. Donc je crois qu'il y a un mode gratuit où vous pouvez avoir 10 objets connectés. Nous, ça ne nous suffisait pas parce qu'entre les 10 boîtiers, les Mac, tous nos tests, on était plutôt autour de 100 000. Donc en fait, vous payez au nombre d'objets qui vont être connectés. Et puis, facilement, on a utilisé le mode bridge. On avait deux brokers MQTT qui se parlaient.
Donc on a dit, finalement, tous les messages qui concernent les votes, tu les fais suivre aussi au cloud. Donc on a vraiment notre principe d'oignon, et à chaque niveau, on peut avoir soit de la persistance, soit un envoi, avec un acquittement. Et puis on a décidé d'héberger notre application Vertix sur quelqu'un qui proposait de faire du Vertix hébergé, qui est CloudBees. Le seul reproche, et qui en plus, phase non négligeable, avait aussi un MySQL hébergé, donc on n'a vraiment eu qu'à cliquer et à agencer les choses. Et on a déployé exactement la même application sur notre serveur NUC et sur notre serveur CloudBees. Seul reproche qu'on peut faire, c'est que pour l'instant, l'intégration entre CloudBees et CloudMQTT n'est pas parfaite. Donc on est obligé de pousser nos informations de connexion dans notre code source, là où ce serait plus propre avec un fichier de configuration. Mais ils sont en train de travailler dessus. Dernier étage de la fusée, la visualisation. Ceux qui ont assisté au slot sur Vertix hier savent que c'est facile de faire du REST avec Vertix. Et on a fait du REST avec Vertix. Ouais, voilà, Aurélien qui a fait le Tools in Action hier. Donc on a exposé toutes ces données en REST. Alors là encore, attention, on n'expose pas tout. À la demande de l'organisation, et ce qu'on comprend parfaitement. Vous avez sur le tweet wall de l'entrée, alors ça c'est la version bêta, les sessions les plus populaires, c'est-à-dire qu'on recueillit le plus de votes positifs dans une demi-journée. Tout le reste, ça reste des données privées. On est en train de finir notre application pour les speakers. Les speakers pourront voir leurs notes. Si ça vous intéresse, que vous êtes speaker, vous pouvez déjà venir nous voir sur le stand, on vous les donnera. On va juste essayer de trouver un moyen malin de les protéger par mot de passe, parce que c'est jamais agréable de savoir. Si j'ai pas envie de vous dire que mon talk était pas bon, je vous le dirai pas. Donc merci à Nicolas Martignol qui a intégré notre application sur le mur. C'est du HTML5, de l'AngularJS, tout ce qu'il y a de plus classique maintenant. Et puis le dernier étage de la fusée, on voulait pousser vraiment le vice jusqu'au bout. C'est dire, mais pourquoi on n'a pas un client mobile? Donc on a développé un client Android qui tourne sur tous les téléphones Android et en particulier sur des Nexus 7. Et donc sur chacun de ces devices récents, vous avez un petit lecteur NFC caché dans le dos de l'appareil. Si vous passez votre puce devant, vous allez avoir le nfc.xebia.fr qui s'ouvre. Et avec une application, on est capable de récupérer votre UID et d'afficher finalement les votes que vous aviez. Donc l'appli est disponible sur le Play Store. Vous avez juste à flasher votre NFC et vous serez redirigé vers. Avec tout ça, on était prêt, il ne restait plus qu'à faire les boîtiers. Donc la mise en production. Et là, on rigole moins. Parce que le carton, c'est sympa, mais quand on est informaticien, il faut sortir le fer à souder, la perceuse, les tournevis. Donc j'avais tout un tas d'assemblages divers et variés à souder, machin. Et là, on sort franchement de sa zone de confort, parce que souder, ça va encore. Après, on a essayé d'arnaquer notre service marketing, de leur dire ce qu'il nous faut, c'est une imprimante 3D, ça va faire les boîtiers nickel, parfait. Et puis quand elles ont vu qu'au bout de 45 minutes, le petit poney grand comme ça, il n'était pas imprimé, elles nous ont dit ça ne va pas le faire. La deuxième idée qu'on a eue, c'est Devoxx, c'est quand même un salon geek. Nous, on veut montrer qu'on a fait des soudures et des machins. On va faire un super boîtier en plexi. Et on s'est rendu compte que le plexi, ça coûtait à peu près 4 fois plus cher que l'électronique qu'il y avait dedans et que le critère coût ne tenait pas. Donc on s'est rabattu sur quelque chose assez classique, plastique et plaque d'alu. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, on a tout fait nous-mêmes, donc on a percé les trous. On s'est fait traiter de fou furieux quand avec le directeur technique, le deuxième directeur technique de Xebia, on a sorti une Dremel et on a commencé à usiner de l'aluminium. Si c'était à refaire, je pense qu'on irait voir un Fab Lab, parce qu'ils ont plus de matériel, ils ont des fraiseuses numériques, ils ont des choses. On a été mal organisé et on a manqué de temps. Mais la prochaine fois, je pense qu'on se retournera plutôt vers eux. Et donc, à 3 jours de Devoxx, j'avais mes 10 boards soudés, assemblés, qui étaient prêtes à partir. Super.
un petit zoom sur la facture. Un Pi plus une Alim plus un dongle Wi-Fi, il faut compter environ 50 €. Une carte SD de bonne qualité, on va dire une quinzaine d'euros. Alors pourquoi j'insiste sur la carte SD de bonne qualité? Quand on fait du logiciel, qu'on passe notre temps à enlever la carte du Raspberry Pi, on la raye, on crée des faux contacts et on a des comportements un peu erratiques. Donc on a réinvesti dans des cartes de meilleure qualité. Voilà, là vous avez le détail, tout ce qui est petit matériel. Ensuite il nous fallait les boîtiers à percer et les pieds pour les poser. Donc on a pris des pieds d'enceinte et on a vissé dedans. Et au final, chaque boîtier, peu ou prou, nous a coûté environ 200 €. Voilà. Donc on a nos 10 boîtiers, on va les installer au Marriott. Donc ça, c'était mardi soir. On avait prévu large. Mardi soir, c'est important. Il faut que tout soit prêt mercredi. Et là, incompréhensible, on visse les boîtiers et les écrans, ils nous parlent chinois comme là. Je crois que ceux de la salle d'à côté ont recommencé à le faire. C'est pas très important, on peut continuer à voter. Donc on ne comprenait pas, on les a démontés plusieurs fois. On a vérifié toutes les soudures, on les a remontés, ils ont ressauté, on les a redémontés. Bon bref, on y a passé à peu près 3 heures. Jusqu'au moment où j'ai remarqué que quand même, je passais mon temps à me prendre des châtaignes en touchant à mon Mac. Et là, un phénomène un peu idiot, c'est que la moquette du Marriott, elle est bien épaisse. On passe notre temps à arpenter les couloirs. On se charge en électricité statique. Donc quand on touche la plaque d'alu sur le boîtier, on crée un arc électrique entre la personne et le boîtier alu, et le boîtier alu crée un arc électrique entre sa surface aluminium et le Raspberry Pi qui est à l'intérieur. Et donc c'est pas très grave, ça fait des trucs comme ça, mais ça inspire pas méga confiance quand même. Donc mercredi matin, on a été voir les électriciens du Marriott. On avait déjà imaginé 2-3 solutions bricolées maison, mais on s'est dit quand même c'est un événement public, ça le fait pas, on va pas passer dans les poutres, dans les murs, enfin bref. On avait même pensé à la défonceuse pour créer notre prise de terre dans la moquette du Marriott. Et au final, ils ont dit c'est pas grave, vous prenez un fil, vous l'enroulez autour des vis, puis vous le roulez autour des borniers qui vont à la terre dans les prises électriques, c'est pas grave. Bon, c'était agréé par les électriciens, on a fait comme ça et ça marche très bien. Et ça, c'est une copie d'écran d'Ansible, et c'est quelque chose qui nous a sauvé la vie, parce que au final, on vous lirait là aussi, faites-le une fois, faites-le 2 fois, et après automatisez. On avait tout de suite pensé à automatiser. Quand à 2 jours de la conf, on vous envoie la conf Wi-Fi, que vous devez la pousser à 10 pi, déjà c'est pas mal d'avoir ça. Quand vous patchez en urgence parce que vous avez fait une petite bidouille juste avant la conférence, c'est pas mal. Voilà. Ansible, c'est vraiment un truc super, c'est un logiciel qui est donc sans agent et qui va appliquer une conf via SSH en fait, via un ensemble de commandes SSH et qui va gérer la mise à jour de tous les pi. Donc pas plus tard qu'hier soir, on a fait une mise à jour à une heure que je ne vous dirai pas pour essayer justement de pallier encore mieux au problème du Wi-Fi. Alors par contre, le problème, c'est que justement, il faut pouvoir aller faire du SSH sur les pi. Donc des fois, bizarrement, on les perd. Donc tous ceux qui sont en rouge, on ne peut pas les mettre à jour. Et donc là, on a fait le mode brute force. C'est-à-dire, on allait débrancher les pi électriquement, on les rebranchait, puis on réessayait Ansible jusqu'à ce que ça passe. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, il y a une faille dans le système. Et c'est une faille qui fait un peu flipper, mais bon. Alors il y a un certain nombre de speakers qui n'ont pas d'autocollant derrière leur badge. On a eu pas un souci, mais on s'est mal compris avec l'organisation sur le nombre de badges qui allaient être faits. Mais néanmoins, les speakers pouvaient voter. Parce que dans les nouvelles cartes bleues, vous avez le petit logo au-dessus de la puce, NFC. Donc pour le paiement sans contact. Et en fait, on se dit, ouais, c'est super sécurisé, c'est une carte bleue, c'est Visa, c'est Mastercard, tout ça, ça va bien. En fait, non. Si vous passez vos cartes bleues sur les lecteurs, on va récupérer votre ID. Alors pour l'instant, c'est pas grand-chose, hein, mais il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit, bon, je suis sûr que je peux récupérer beaucoup plus. Et donc, si votre paiement NFC est activé, on peut récupérer pas mal de choses, vos 5 dernières transactions. Et donc, il y a des mecs qui se sont trimballés avec des Raspberry Pi dans la poche avec un paquet de batteries,
qui ont été dans le métro à une heure de pointe, à l'heure de pointe, et ils ont récupéré plein d'informations de carte bleue. Voilà. C'était sympa. Ça marche aussi avec les nouveaux passes Navigo. Une rapide conclusion. La première, c'est que ça marche. On a... Merci. On a pas mal patché la nuit, on a pas mal galéré, mais aujourd'hui, ça c'est une copie d'écran que j'ai pris tout à l'heure. On voit régulièrement 8 des 10 bornes, donc il y en a 2 qui sont dans des zones où le Wi-Fi ne doit pas passer, bref, on n'arrive pas à les voir, mais on ira les collecter manuellement. Dès qu'ils retrouveront le réseau, elles nous enverront leur vote. On a le wall qui s'est mis à jour toute la journée avec les meilleures sessions. Et donc ça, c'est quand même assez plaisant. La deuxième conclusion, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir pensé à ça. Ça, c'est un collègue qui m'a envoyé une copie d'écran qui m'a dit chez Carrefour, ils font des plus beaux boutons que toi. Et donc, en fait, ce genre de boîtier est en cours de déploiement un peu partout. Voilà, on a été, pour nos histoires de prise de terre, on a été chez Casto et on s'est retrouvé en face du boîtier alors qu'on n'avait pas dormi, on était un peu énervés. Mais ils n'ont pas d'écran et ils n'ont pas de NFC. Et alors là, par contre, tu peux jouer à Chun-Li quand tu veux. Et Stéphane m'a montré qu'ils avaient les mêmes à Google I.O. Donc voilà, je pense qu'il y a une boîte qui s'est montée autour de ça. Donc il y a un vrai business derrière. C'est ça qui est drôle. Mais c'est sorti après qu'on ait eu l'idée. La prochaine chose que je voulais dire, c'est qu'on a mis un tout petit doigt de pied dans le monde des objets connectés et qu'au final, quand on regarde les salons comme les salons américains, tout ce qui est innovation, on entend parler de plus en plus. Au bureau, il y a un concours de celui qui fera le plus de, je ne sais plus comment ils appellent ça, qui brûlera le plus de calories avec son bracelet magique. Les principes, c'est exactement les mêmes. C'est des brokers légers qui envoient des messages télémétriques. L'année dernière, on en a beaucoup parlé à Devox, un petit peu moins cette année, mais la maison connectée, c'est quelque chose qui est une réalité. Et là aussi, on envoie des messages. Dans la série Objets connectés, il y a des balances, il y a des pacemakers. Je vous invite à aller voir les 50 objets connectés qui ont gagné un prix à Las Vegas, c'est juste hallucinant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir, nous, informaticiens, gérer. On va avoir des gens qui sont très bons pour fabriquer du hardware. Nous, on a vu qu'on n'était pas très bons, là, c'est bon, on est vaccinés. Mais par contre, derrière, il va falloir développer les logiciels pour accueillir tout ça. Et les logiciels pour accueillir tout ça, c'est avoir des brokers hautement disponibles, c'est avoir des systèmes, peut-être de big data, qui vont traiter toutes ces données. Enfin, bref, on n'a pas fini d'entendre parler. Autre chose, le super iPhone 6, donc bien sûr c'est un design bidon. Si un jour Apple se décide à passer le NFC sur son iPhone, je pense que c'est une technologie qui va vraiment prendre. On va avoir des paiements avec téléphone, on va avoir énormément de choses. Je pense que le taux d'équipement de gens en iPhone fait que tant que ça ne sera pas fait, c'est une technologie qui ne sera pas mainstream. Au contraire, Apple a poussé un système en avant qui s'appelle le iBeacon chez Apple, qui est juste un enrobage d'une norme qui est la norme Bluetooth Low Energy. Et ce qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas eu le temps, c'est d'ajouter un dongle Bluetooth dans les Raspberry Pi, ce qui nous aurait permis de savoir à vos téléphones Android et Apple que vous étiez dans la salle et donc de voter encore de manière unique. De dire, j'ai bien assisté à cette conférence, j'étais dans le range de ma borne Bluetooth, donc je peux voter. Il me reste un tout petit peu de temps. Ils ont fait des efforts colossaux pour que ça marche. Un projet comme ça ne se fait pas tout seul. Et franchement, je suis hyper bien entouré. S'ils sont là, ils peuvent se lever parce que vraiment... Ah, debout les gars, debout. Et voilà, ils ont passé la nuit au Marriott et pas dans les chambres. Donc merci à eux. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Est-ce que vous en avez ? Oui.
Alors, l'alimentation, c'est du 5 volts. Là, tu vois, il est branché sur mon port USB. C'est un micro USB. C'est un des problèmes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prise de terre. Donc, c'est à toi de faire ta propre terre. Et c'est pour ça qu'on les a fait disjoncter, enfin, qu'on les faisait disjoncter régulièrement. Après, c'est un avantage et un inconvénient, c'est n'importe quel téléphone alimenté en micro USB, maintenant, fait l'affaire. Donc, je me suis fait chourer 2-3 alims depuis. D'autres questions? Oui. Ouais. Ouais, exactement. Alors ça, on l'a appris à nos dépens hier soir. C'est qu'en fait, ils étaient pas synchronisés, mais pas de quelques minutes, parce qu'au début, on s'est dit quelques minutes, c'est pas grave. C'était plutôt quelques heures, voire quelques jours. On en parlait sur le stand tout à l'heure. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on va prendre un Raspberry Pi supplémentaire qui va nous faire 3 fonctions. Serveur NTP, comme ça au moins ils seront tous synchronisés, même si c'est pas sur la bonne heure. Non mais à la limite c'est pas grave, hein. Je veux dire, il suffit de savoir qu'ils sont à la mauvaise heure et après on ajuste. Qui va nous faire serveur DHCP, parce que là aussi on a bien rigolé quand on a vu qu'il n'y avait pas de DHCP, et qui va nous faire serveur DNS. Voilà, on va se monter notre propre réseau en isolation, comme ça on n'est pas dépendant du réseau du Marriott ou du Palais des Congrès ou que sais-je. Voilà. Oui. Alors, forcément, le Wi-Fi pourri, ça va nous empêcher. Donc la question, c'est même si on a tout ça et un Wi-Fi pourri, ça ne marchera pas. En fait, on a réfléchi au problème parce qu'on était parti en se disant qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de Wi-Fi. Le seul truc qu'on ne peut pas faire si on n'a pas de Wi-Fi, c'est la collecte en temps réel. Donc en gros, le worst case scénario, c'est on prend toutes les bornes, on les démonte, on branche des câbles Ethernet et on aspire les données. Donc c'est un aspect déceptif parce que finalement, tout ce qui est tweet wall en direct et ainsi de suite, ça ne marche plus. Mais les données, on les a. Autre chose qu'on a appris, c'est que garder le port Ethernet accessible, ça pouvait être utile. La prochaine fois, on fera un trou plus gros pour l'alimentation. D'autres questions? Oui. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. On y a pensé un peu tard. En fait, il y avait 2 choses. Il y avait des raisons de coût. C'est déjà un peu plus cher qu'un dongle Wi-Fi. Donc ça nous augmentait un petit peu la facture parce qu'il faut voir que la facture, elle est multipliée par 10, plus le spare, plus tout ce qu'on a cramé. Mais du coup, je pense que c'est une bonne solution parce que ça fait un réseau isolé et ça permet de faire vraiment la communication. Après, je me suis posé la question de me dire, au Marriott, on est sur 2 étages. Le Wi-Fi, il est géré par quelqu'un qui, normalement, c'est son métier. Il va m'assurer qu'à peu près toutes les zones sont couvertes. On ne savait pas où étaient les boîtiers et on s'est dit, si c'est une communication en radio et que ça passe pas s'il y a je sais pas quoi, ça passe pas les étages, on est mort. Donc autant reposer sur quelque chose qui, normalement, est une infrastructure qui permet de partager le réseau, quoi. D'autres questions? Oui. Alors, on aurait pu pour l'associer. Alors, c'était pas l'optique dans laquelle on a démarré le projet. Il y a un léger problème à ça, c'est que Devox France ne possède pas d'application officielle. Donc il aurait fallu l'inclure dans une application brandée par une autre marque, par un sponsor, par n'importe quoi. Et c'était pas le souhait de l'organisation. Donc là, on a quand même un système qui est à peu près agnostique. Ok, il y a nos autocollants dessus, mais on n'est pas obligé d'installer une application d'un partenaire tiers sur son téléphone pour pouvoir voter. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est la question compliquée, c'est la question que tu mesures pas complètement. En NUIOM, ouais, en NUIOM.
Non, réponse geek. Euh, Allez, grosse louche. Vu qu'on était quand même assez nombreux, je dirais qu'il y en a bien pour entre 30 et 50 jours à tout faire, quoi. Sachant que je sous-estime probablement le temps de Dremel, de perceuse, de machin, parce qu'on a fait ça dans la durée. On a commencé ça avant Noël. Je pense que le premier proto qui était fonctionnel mais qui n'était pas suffisamment robuste, on l'avait au mois de janvier, on l'a testé au XKE de février. Donc on était assez bien, assez confiant sur la suite. Et au final, ce qui nous a pris du temps, c'est percer les boîtiers, souder les machins. Enfin, on a débordé de manière classique parce qu'on n'est pas industriel, quoi. Autant sur le logiciel, on peut être industriel, avoir une usine de déploiement et ainsi de suite. Autant sur le matériel, on est vraiment, enfin, c'est pas notre métier, quoi. Oui. Alors hier en fait, on a eu une telle surcharge du Wi-Fi. En fait, le code exposant a été descendu à tous les hackathons, tous les ateliers. Donc en fait, tout le monde était au Wi-Fi. Et à un moment, on a eu un blackout complet de plus d'une heure. Et en fait, on avait mal taillé nos PI et ils ont perdu des votes. Donc on a quelques votes sur la journée d'hier, mais comme on n'est pas sûr d'avoir tout collecté, on préfère dire qu'on a tout perdu plutôt que de dire qu'on n'a qu'une information partielle. Mon temps a été coulé, c'est l'heure de la bière et du vin. Merci beaucoup.